Regardons ensemble le TP Une sauce parfaite. Dans ce TP, on va nous demander de déterminer la viscosité d'un liquide inconnu afin de comparer à des liquides alimentaires. Donc pour ce faire, on a certains documents à disposition, notamment on nous présente ce qu'est la viscosité et on nous explique que c'est la grandeur qui caractérise le comportement d'un liquide lorsqu'il s'écoule. Ce qui est important là, c'est l'unité. La viscosité, quand on va la calculer, il faudra l'exprimer en pascal seconde. On nous donne une liste de quelques liquides alimentaires dont la viscosité est comprise parfois entre deux valeurs, par exemple pour la vinaigrette, le sirop d'érable ou encore pour le miel liquide. Et puis pour d'autres liquides alimentaires, on a directement une valeur pour la viscosité. Pour la calculer, on nous rappelle la formule, elle est donnée ici. On a la correspondance de chacune des grandeurs ici. L'intensité de pesanteur, elle nous est donnée, donc ça c'est bon. Et puis après, pour les autres grandeurs, on ne les a pas forcément, il faudra les calculer ou les mesurer. On a la formule pour calculer le volume d'une bille de rayon R. Donc ça va nous servir pour la suite. Première question, on nous demande d'indiquer les différentes grandeurs à déterminer afin de calculer la viscosité du liquide inconnu. Donc j'ai renoté la formule qui était écrite plus haute, ici. Et là, on l'avait, l'intensité de pesanteur. Donc les grandeurs qui nous restent à déterminer, finalement, c'est le rayon de la bille qui est ici, la vitesse limite ici, donc ça on en reparlera tout à l'heure, la masse volumique ρ de la bille et la masse volumique du liquide inconnu, ρ liquide. Donc voilà les quatre grandeurs qu'il va falloir déterminer. Donc pour cette deuxième question, on te demande de proposer un protocole expérimental qui permette à l'aide du matériel à disposition de déterminer la masse volumique du liquide inconnu. Donc on commence par ρ liquide à déterminer. Donc pour ça, je n'ai pas la liste, moi, du matériel que tu auras à disposition le jour J. Donc j'imagine que si tu as une fiole de 10,0 ml et une balance de précision au centième, alors là je précise, en fait c'est une fiole jaugée, hein. Donc on veut être précis. Donc c'est une fiole jaugée de 10,0 ml et une balance de précision au centième. Dans ce cas, voilà le protocole. Si jamais le jour J, tu as un matériel un peu différent, donc tu n'as pas une fiole de 10 mais de 5 ou de 20,0 ml, là tu t'adaptes bien sûr. Et si la précision de la balance elle est différente, pareil, tu t'adaptes. La seule différence qu'on aura, c'est qu'on n'aura pas les mêmes nombres de chiffres significatifs au niveau des résultats. Par contre, le protocole, lui, il reste le même. On commence par déposer la fiole sur la balance, on fait la tare, donc la mise à zéro, on verse le liquide inconnu dans la fiole jaugée jusqu'à ce que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. Donc on arrive avec un volume précis de 10,0 ml. Et ensuite on relève la valeur de la masse du liquide inconnu qui est affichée sur la balance. On n'a plus qu'à calculer la masse volumique du liquide à l'aide de la formule suivante, ρ liquide égale masse du liquide sur volume du liquide. On nous demande de mettre en œuvre le protocole, puis de calculer la masse volumique du liquide en kg par mètre cube. Alors là, il faudra faire attention, il y aura une conversion à faire. Donc moi, j'ai pris un exemple. J'imagine que le jour J, on te mettra du miel. Donc j'en sais rien, mais j'imagine, hein. Toi, bien sûr, tu t'adaptes. Donc moi, je trouve une masse, j'ai pas fait l'expérience, mais je trouve une masse de 13,80. J'ai inventé les valeurs. Pour 10 ml, puisque j'avais la fiole jaugée de 10 ml. Donc voilà le calcul. Alors là, j'ai pas affiché le bon nombre de chiffres significatifs, mais on s'en fiche pour l'instant, c'est vraiment pour comprendre. Donc on a 1,380 g par millilitre, ça c'est la masse volumique du liquide. Puis après, il faut le convertir en kg par mètre cube. Bon, pour ce faire, il suffit tout simplement de multiplier par 1000. Donc là, j'ai expliqué un petit peu la conversion, hein. Déjà, on convertit les grammes par millilitre en kilogrammes par litre. Là, c'est la même chose. Ensuite, comme un mètre cube, il y a 1000 litres. Pour l'avoir par mètre cube, soit on fait un petit produit en croix, en tout cas, ça revient à multiplier par 1000. Donc voilà le petit calcul. La difficulté, elle est là pour moi. C'est parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de la faire, cette conversion. Donc il peut y avoir une petite difficulté à ce niveau-là. Ensuite, à l'aide du matériel mis à disposition, déterminer la masse volumique de la bille cette fois. Là, encore une fois, j'ai pas le matériel. Moi, j'imagine que tu auras dans tous les cas une balance de précision, donc on pourra déterminer la masse de la bille. Donc là, j'ai mis un exemple. Et puis, pour le volume de la bille, là, il y a deux méthodes. La première, c'est si jamais tu as un pied à coulisses ou une petite réglette qui est hyper précise et que si tu arrives à mesurer le rayon de la bille, donc tu vas d'abord mesurer sûrement le diamètre de la bille, puis après il faut diviser par deux pour avoir le rayon. Mais si on veut mesurer directement le rayon de la bille, c'est possible
pour avoir son volume, il suffira d'appliquer la formule qui est notée plus haut. La formule, elle est là, voilà, celle-ci. Donc, comme la formule est là, j'imagine qu'il faudra passer par une mesure directe du rayon. Donc ça, c'est la méthode 1. J'ai fait un exemple de calcul ici avec un rayon de 0,50 cm. Donc la deuxième méthode, qui me paraît peu probable mais qui existe, c'est par déplacement d'eau. En gros, on remplit une éprouvette graduée d'un volume V1 d'un liquide, et puis, donc souvent de l'eau, hein, on met la bille à l'intérieur, ça va faire augmenter le volume d'eau dans l'éprouvette graduée. Ce volume d'eau, c'est V2. Ce nouveau volume d'eau, c'est V2, et donc du coup, après, on fait une soustraction et on retrouve le volume de la bille. Puisque la bille a pris de la place, ça fait monter le niveau de l'eau. Donc ça, par déplacement d'eau, ça, on peut le faire aussi. Maintenant, je ne pense pas que la méthode 2 soit d'actualité, parce qu'à mon avis, ce qui va se passer, c'est que la bille, elle sera trop petite, et on ne sera pas du tout précis. Donc moi, je pense que c'est l'utilisation de cette formule, et c'est la méthode 1 qu'il faudra utiliser. Donc une fois qu'on a la masse de la bille et qu'on a calculé son volume grâce au rayon, on fait le calcul et là moi j'obtiens 7,73 x 10 puissance 3 kg par mètre cube. Bien sûr j'ai inventé les valeurs, donc toi le jour J tu t'adaptes à la bille que tu auras. Ensuite, proposer un protocole expérimental permettant de mesurer à l'aide du matériel à disposition la vitesse de la chute de la bille V limite. Donc ça, en gros, l'idée c'est de remplir une éprouvette graduée du volume inconnu. On fait une marque sur l'éprouvette. Alors la manip, j'avais fait un petit peu pareil il y a quelques années, j'avais filmé. Donc là, on a une bille. Alors la vidéo, elle est pas top, la qualité, c'était il y a plus de 10 ans que j'avais fait ça. Et là, j'avais fait deux marques. Alors moi, ces deux marques-là, j'avais fait pour un traitement vidéo. Toi, je pense pas que le jour J, tu vas faire un traitement vidéo, tu n'auras pas le temps. Donc tu vas faire ça au chrono. Et les deux marques qui sont là, il ne faudra pas les mettre ici, il va falloir les mettre vers le bas, ici, quand la bille elle aura atteint sa vitesse limite. Donc par exemple, tu prends 10 cm ici, tu mets tes deux marques là, et puis après ton chrono. Tu lâches la bille sans vitesse initiale en haut, elle descend, et quand elle passe à la première marque, tu déclenches le chrono, et quand elle arrive à la deuxième marque, tu arrêtes le chrono. Donc tu auras la distance, et avec le chrono, le temps. Et donc tu peux calculer la vitesse puisque V égale D sur delta T. Donc voilà, c'est ce que j'explique ici et tu fais la manip. On te demande de mettre en œuvre le protocole puis de faire le calcul en mètres par seconde. Donc là, il faut faire attention aux conversions. J'avais dit 10 cm, 10 cm ça fait 0,1 mètre. Si je veux respecter les chiffres significatifs, là j'ai 0,100. Et puis le chrono, lui, va t'afficher normalement en secondes directement, donc 2,9 secondes pour mon temps de chute pour moi. Hein. Ça, c'est cohérent avec la bille que j'ai. Et toi, bien sûr, tu fais ta manip avec tes valeurs encore une fois. Moi, j'obtiens 0,034 mètres par seconde. Donc c'est bon, j'ai la bonne unité. On continue, on nous demande de déterminer maintenant la viscosité. Donc pour déterminer la viscosité, tout simplement on applique la fameuse formule qu'on avait au départ. Je remplace là par toutes les valeurs que j'ai réussi à déterminer par les différentes expériences. Et j'oublie pas l'unité, c'est en pascal seconde. Donc voilà pour la valeur de la viscosité, moi de mon liquide inconnu, je trouve 10,2. Bien sûr j'ai inventé les valeurs. Ensuite, on me demande d'indiquer à quel liquide alimentaire ça pourrait convenir, cette valeur de viscosité. Et là, je regarde dans mon tableau. Alors moi, j'ai 10,2. Alors j'ai un miel qui est plutôt très liquide, hein, puisque le miel, normalement, c'est entre 6 et 10. Mais aux erreurs expérimentales près, et puis surtout aux incertitudes, le 10, là c'est bon, c'est plutôt du miel liquide. De toute manière, j'ai rien de plus proche. La mayonnaise, elle est à 20, donc pour moi, c'est du miel liquide. Toi, bien sûr, tu t'adaptes aux valeurs que tu auras trouvées en fonction des données qui sont ici. De toute manière, ton prof, il va prendre un de ces liquides inconnus, c'est sûr. Dernière question, on souhaite fabriquer une sauce qui, consommée chaude, donc elle sera chaude la sauce, aurait la même viscosité que celle du liquide inconnu. Et on nous précise si à température ambiante, la viscosité de cette sauce, elle devrait être inférieure, égale ou supérieure à celle du liquide inconnu. Donc là, il faut réfléchir un peu. On nous dit dans les données que la viscosité diminue lorsque la température augmente. Alors c'est écrit, je vais retrouver juste au-dessus. Voilà, ici. La viscosité diminue lorsque la température augmente. Donc c'est là.
Et du coup, si la viscosité, elle diminue lorsque la température, elle augmente, il faudra que la sauce ait une viscosité supérieure à celle du liquide inconnu, puis à température ambiante, bien sûr, puisque lorsqu'on va la chauffer, sa viscosité, elle va diminuer jusqu'à atteindre la viscosité du liquide inconnu. Donc voilà, il faudra que la viscosité elle soit supérieure. Et c'est pour ces raisons-là. Donc il faudra que tu rappelles la phrase là, et puis ensuite tu justifies. Donc voilà, on nous demande ensuite de défaire le montage, de ranger la paillasse et de sortir normalement avec le sourire parce qu'on a réussi. Si jamais tu veux d'autres corrections, n'hésite pas à aller voir sur le site. Avec Damien, là, on est en train d'enchaîner. Donc, va jeter un œil et tu verras, il y a d'autres TP qui sont corrigés. Et sinon, à bientôt!